Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. On est resté accroché sur les voitures de Luc Poirier. T'es allé vérifier pendant la pause? Bugatti Tourbillon, je veux dire, c'est un véhicule qui semble tellement futuriste. Je l'ai mis au pacing, on va la montrer tranquillement à l'écran, là, mais on parle d'une voiture avec des coupes, je veux dire, d'un look futuriste. On dirait Transformers, Isabelle. Ah oui, complètement. C'est fabuleux. Puis ça, on parle de plusieurs millions de dollars, là, cette voiture-là. Là. Puis parfois, on se demande pourquoi que c'est un si bel investissement pour lui. Mais il en a déjà parlé dans plusieurs documentaires, c'est que lorsqu'il en achète, il y a l'exclusivité des modèles rares par la suite. Donc, une fois que ça sort du concessionnaire, ça prend beaucoup de valeur. Il y en a peut-être 40 dans le monde. Lui, il en a 4, par exemple. Donc, c'est pour ça que ça augmente. Les portes lèvent vers le haut, là, comme des ailes. On exactement. C'est comme une... C'est magnifique. On dit que c'est une hypercar hybride révolutionnaire. Il y en a seulement 250 exemplaires. C'est un V6 de 8,3 litres avec 3 moteurs électriques et une puissance de 1800 chevaux. Pour passer du 0 à 100 km, c'est 2 secondes. 0 à 200, devine combien? 5 secondes. Et là là. Ouais. Ça, tu vas pas sur la 20 avec ça. Non. Faut pas que tu pognes un nid de poule. Non, un an et demi. Parce que si tu prends un nid de poule. Ouais, là. Ouais. 1 an et demi d'attente. C'est ce qu'il mentionnait. Ouais. Et quelques millions à la clé, quand même. C'est vendredi, mais pour les habitués qui nous disent, y aura-t-il un service à l'auto? Ben, non, parce que notre ami Antoine est au diable ouvert quelque part, en train d'essayer une voiture dont tu nous parleras sans doute la semaine prochaine. Mais on vous parle quand même pas mal de voitures. On vient de le faire. Et là, on voulait faire le pont avec une nouvelle qui est sortie cette semaine. Puis je voulais vous en parler parce que je vous parle souvent d'inflation, de classe moyenne. Puis ça m'a beaucoup intéressé quand on a vu les chiffres de l'inflation en avril, là, principalement attribuables à l'augmentation du prix de l'essence. Bon, dans la foulée du conflit en Iran, bien sûr, pas sûr que je vous apprenne quelque chose ici, là, mais quand même, dans certains secteurs de Montréal, on l'a vu, le litre d'essence est installé à 2 piastres, 2,09 malgré les 10 cents de couche-tard hier dans mon coin à Verdun. Ouais, qu'est-ce qui explique ça? Ben, écoute, je suis arrivée à la pompe, il était avant 19h, puis j'ai dit, il me semblait qu'il y avait un rabais de 10 cents. Il m'a dit, ben oui. Mais je dis, ben c'est 2,09. Il m'a dit, ouais, le 10 cents est dedans. J'ai dit, comment ça? Ben, c'est parce que ça a augmenté un petit peu. Fait que ça, c'est comme la taxe d'accise qu'on se rend pas compte qu'on avait parce que dans le fond, l'essence a augmenté. Fait que, tu sais, c'est comme ça devient difficile. On est à la merci de ce marché-là, c'est incroyable. Écoute, et les automobilistes sont aux premières loges pour ça. C'est un peu la question qu'on vous pose. Avez-vous l'impression que comme automobiliste, vous êtes un peu les bonnes pattes dans lesquelles on va toujours fouiller dans les poches pour toujours aller vous pomper du cash? C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Moi, je me sens comme une bonne pâte molle, en tout cas. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. On va en parler tout de suite avec David Alexandre Brassard. Il est économiste en chef à CPA Canada, l'Institut canadien des comptables agréés. Bonjour, David Alexandre. Parlons un petit peu des tarifs. C'est vraiment l'arrivée des tarifs américains qui sont arrivés, donc on peut dire en février 25. Ça fait déjà plus d'un an maintenant. Là, mon Dieu que ça passe tellement vite. Plus d'un an que notre économie vit avec ça, est obligée de faire avec, mais on l'a vu. Là, ça touche particulièrement les automobilistes. Oui, ben les tarifs là qu'on subit des Américains, les principaux, c'est des tarifs qui sont sectoriels. Donc, on pense à acier, aluminium, secteur automobile, secteur du bois d'œuvre. Donc, l'enjeu qu'on a, c'est qu'on a une chaîne d'approvisionnement automobile qui est intégrée en Amérique du Nord. Tu sais, ça se peut que les freins viennent d'Ontario, ça se peut que le moteur vienne d'ailleurs, ça se peut. Donc, les allers-retours comme ça, quand tu as des tarifs, ben ça se paye à chaque fois. Donc, on a vu là une inflation plus élevée dans les véhicules. En 2025, on était dans les chars neufs. Là, à mesure qu'on se déplace et que le consommateur a un petit peu plus de misère, on le voit plus dans les autos usagées que ça se transmet. Puis là, malheureusement, là, en avril, on l'a pas encore vu dans les chiffres, là, mais il y a eu des changements sans rentrer trop dans les technicalités, les calculs de tarifs sont plus sévères. Donc, ça se peut que malheureusement, ça se continue. C'est ça. Mais rentrez quand même légèrement parce que c'est important, parce que maintenant, avant, les tarifs s'appliquaient sur tout un produit. Maintenant, on a comme décomposé les composantes, si on peut dire ça comme ça. Ouais, ben on pouvait calculer le pourcentage sur les composantes avant. Maintenant, c'est sur le total. Ouais, donc, voilà. Tu sais, ce qui arrive quand on a des tarifs, puis la raison pourquoi on dit que c'est une mauvaise manière d'aller chercher des sous, c'est que les entreprises essaient de les éviter. C'est normal. Quand on a des trafics quand on a des tarifs, sur les pays, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent par d'autres pays. Ça, vous l'avez vu. Quand on a des tarifs sectoriels, il y a beaucoup de codes de produits, tu sais, il y en a des milliers, donc ils essaient de naviguer tout ça.
Puis là, l'administration américaine décide d'être plus sévère puis d'appliquer le tarif sur le bien en entier. Puis malheureusement, là, c'est le Québec, lui, est frappé par l'acier et l'aluminium un petit peu plus. L'automobile, le consommateur, on le ressent, l'industrie est plus en Ontario, donc c'est l'industrie ontarienne qui va se faire frapper. Ouais, les prix de l'essence, grosse hausse cette année, là. Ouais, la rapidité et la taille du choc. Ouais, exact. Là, on est en 2 mois, là, on a une hausse de 30%. Puis ça, c'est après la suspension de la taxe fédérale. Si on regarde là, c'est presque du jamais vu là. Tu sais, j'ai joué avec les chiffres parce que j'étais un peu comme ça. Plus de 20% en 2 mois, là, c'est très rare. On a vu ça à la pandémie, il y a eu une chute drastique, il y a eu un rebond. On a vu ça en 2029, justement, quand il y avait la menace de sanctions sur des pays qui importaient du pétrole iranien. Avant ça, il faut aller dans les années 80 pour voir ça. Donc, la rapidité du choc, c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas souvent. Là. Ouais, vous disiez 2029, on n'y est pas encore, mais vous vouliez dire on a 2019, pardon. 2019, c'est ça. Je veux dire, il y a des limites à être visionnaire quand même, David. Oui. J'aimerais ça avoir une belle boule de cristal, mais on va pas. Oui, c'est ça. On aimerait ça, nous aussi, tous. On saurait où investir le peu d'argent qu'on a. Mais quand vous dites c'est exceptionnel, 30% en 2 mois. C'est incroyable, ça, là. Les impacts, vous diriez, sur l'économie québécoise puis sur le portefeuille des gens? OK. Je vais casser Québec-Canada. Oui. Puis, OK, le contexte canadien, en commençant, là. La dernière fois qu'on a eu un choc pétrolier, vous vous en souvenez, c'est la Russie puis l'Ukraine en 2022. Le choc était moins gros, les prix étaient plus élevés au départ. On était dans un contexte différent, là. On avait encore l'épargne COVID à dépenser, puis les gens voulaient la dépenser. Là, en 2026, la population augmente plus. On a un consommateur qui est beaucoup plus sur pression, particulièrement au Québec. Ce qui différencie le Québec du Canada en ce moment, c'est que si vous le savez, vous en avez déjà parlé, j'imagine, le marché immobilier québécois, là, à l'exception du condo à Montréal, il va bien. Là. L'unifamilial à Sherbrooke est cher. L'unifamilial à Québec, elle prend encore de la valeur. Donc, on a un consommateur québécois plus comprimé financièrement. Puis là, si on pense aux jeunes familles ou ceux qui viennent d'acheter une propriété, c'est plus cher, il faut que tu achètes plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as besoin de véhicules, tu as besoin de rouler plus. Donc, en effet, on a un choc qui est très ressenti au niveau du consommateur. Oui, effectivement. Et donc, ces impacts-là, là, vous avez vu pour les 2 derniers mois, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'été soit un peu à l'image de ces 2 derniers mois? On voit pas d'accalmie là, à court terme, là, ou d'ici le prochain trimestre, là. Il y a pas d'accalmie à très court terme, malheureusement. Non, là, ce qui se passe, ce qui limite les dommages, puis je dis limite les dommages, c'est que à travers le monde, les gens utilisent leur inventaire. L'Institut international de l'énergie a mentionné qu'il en restait pour quelques semaines. Donc, on a encore quelques semaines de, je dis stabilité, mais stabilité dans l'instabilité, là. C'est-à-dire que les prix vont rester élevés, vont peut-être pas monter plus, mais en effet, il y a plus ou moins d'accalmie dans tout ça. Ce que ça veut dire, c'est que le choc sur l'inflation à travers les prix de l'essence, on va continuer à le voir. Par contre, ce qu'on remarque là par rapport à 2022, ce qui est différent, c'est comme je l'ai dit, le consommateur est plus sous pression. Ouais. L'argent qu'on dépense dans l'essence, puis dans les biens aussi, parce qu'il faut pas oublier que le problème d'un choc du prix de l'essence, c'est que nos biens, nos télévisions, notre linge, ça vient à travers le monde. Il y a des coûts de transport non négligeables. Ces coûts de transport-là sont plus élevés à mesure que l'essence est plus chère aussi. Ouais, donc, on l'a vu là. L'inflation sur les biens est en haut de 4%, excusez-moi, Mme Maréchal. Donc, mais ce qu'on voit, c'est que le consommateur consomme moins de services. On l'a déjà remarqué là, à cause de la hausse du prix de l'essence. Donc, c'est ce qui nous... Ça passe mieux dans l'inflation parce que les gens sont tellement comprimés qu'ils coupent leur consommation de services. Ouais, on a quelqu'un qui est à bout là, qui nous écrit. Parce que là, une fois que tu as mis ton plein d'essence dans ta petite Civic à 80 $ ton plein, ben là, tu t'en vas sur des routes qui sont complètement détruites. Il faut le rappeler, on n'a pas le choix. Jonathan est complètement à bout. Il dit, moi, je suis tanné de payer pour des routes qui ne durent pas. C'est moi ou la 15, ils la refont à tous les 2 ans. À un moment donné, on n'en parle pas assez, là, mais d'en mettre plus épais de l'asphalte, ça serait pas une solution. Je suis pas fiscaliste, mais d'après moi, ça coûte moins cher d'en mettre un petit peu plus épais que de le refaire à tous les 2 ans. Puis là, il rajoute, il dit, c'est qui prend cette décision-là? Qui est redevable de cette décision de ne pas mettre suffisamment d'asphalte, de le refaire aux 2 ans? Je veux dire, c'est mieux d'en mettre moins épais. Je veux dire, lui, ça y rentre pas dans la tête. Il est à bout, Jonathan. Ben exactement. C'est exactement pour ça qu'on fait le sujet. Une réaction à ça, David-Alexandre Brassard?
Ouais, je m'embarquerai pas dans le discours, dans le débat sur l'ingénierie. Ce que je vais mentionner, par contre, dans une vie passée, j'ai travaillé au Plan québécois des infrastructures. Oui. Puis moi, pourquoi je me battais, c'est que quand ils voulaient ajouter une route, moi, je disais, on peut-tu mettre les coûts de maintenance de cette route-là déjà dans le plan pour les prochaines années? Parce qu'on sait que nos routes se détruisent, parce qu'on sait que... Donc, par le passé, on a été un petit peu laxiste de ce côté-là, tu sais. On n'a pas tenu compte des futurs coûts de maintenance. Je pense qu'on est plus sur le marbre en ce moment, mais en effet, il y a un coup de barre sur les infrastructures il y a un effort qui va être mis là-dessus, là. Ouais. David Alexandre Brassard, économiste en chef de CPA Canada. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Puis comme on parle de transport, et je vous disais là, que ça allait être un peu l'enfer cet été, ça a déjà commencé. Ça l'est déjà, oui. On va parler à l'expert en planification des transports, professeur à la faculté de l'aménagement à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'UQAM, Pierre Barriot. Bonjour, Monsieur Barriot. Bonjour. Et chargé de cours pour pas que le syndicat me rentre dedans. Chargé de cours, excusez-moi. Ah oui, j'ai dit professeur, ça c'est un autre statut. Oh, là. Chargé de cours à la faculté d'aménagement. Bon, quand vous regardez tout ça, là, je vais vous entendre là-dessus, là, tous les chantiers. Bon, évidemment, quand il y a des gros événements comme la F1 à Montréal, c'est sûr qu'il y a une surcharge sur ce réseau routier qui est déjà hyper congestionné. Est-ce qu'on est obligé, nous, comme automobilistes, de toujours faire les frais? Est-ce que ça fait comme c'est ça, puis on est obligé juste de ravaler puis d'accepter? Monsieur Barriot, comment vous voyez ça? Bien, je vous dirais, vous posez une très bonne question. Le premier coupable, c'est tout simplement un sous-investissement dans les 45 dernières années dans nos infrastructures. On se cachera pas, là. On a sous-financé. On sous-finance encore massivement, là. À chaque jour, le réseau routier vieillit plus qu'on le répare. Il faudrait, pour avoir une chance de s'en sortir, il faudrait avoir presque 3 fois le nombre de cônes oranges sur notre réseau routier si on veut s'en sortir dans 2 générations. Donc, mon Dieu, mais c'est le pire portrait, c'est le pire résumé que j'ai déjà entendu. Ça vient nous dire, au moins, ça a la vérité d'être clair. 3 fois plus de cônes oranges, ça, j'ai bien entendu. Oh, de chantier. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ça n'a pas de sens. Oui, de chantier. Puis, alors. Je vous dirais, je regardais la carte qui est sortie, là. Oui, avec les 52. Les grands chantiers, oui. Et je vous dirais, il y a plus de 50% de la route entre mon chez-moi et mon bureau qui est dans les zones de chantier de cette année. Plus de 50% de la piste de roulage est dans le chantier. Alors, je vous dirais, je vais y goûter particulièrement fort cet été. Je ne serai pas le seul. Moi, je suis dedans aussi. Plus que 50%, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose, à tel point que... Mais tu te dis, ça n'a pas de bon sens, là. C'est où tu restes chez toi, ou tu t'en vas ailleurs pour éviter ça, mais ailleurs, là. Loin. Oui, tu vas voir Pierre à Vancouver. Oui. Parce que c'est un auditeur qu'on salue. Et puis il y a des gens qui réagissent déjà, là, parce que il y en a qui disent, s'il vous plaît, voulez-vous rajouter une voie sur l'autoroute 20, ça arrive sud? Puis je mettrais aussi sur la 30, sur la rive sud, il y a seulement 2 voies et on a de la place, là. Il y a de la place en masse là-dessus, mais je me dis, ils sont comment ça, Isabelle? Mais là, ce que vous dites, Pierre Barriot, c'est que, attendez, là, on reprend votre analyse, là, parce que ça fesse quand même. Là, et puis vous avez dit, l'autre élément important de ce que vous avez dit, c'est si on voulait y arriver au cours des 2 prochaines générations, donc sur 20 ans, c'est comme si il faut qu'on accepte aujourd'hui, est-ce que c'est ça la réalité, Pierre? Il faut qu'on accepte aujourd'hui, comme automobiliste, que pendant 20 ans, on va être dans un enfer autoroutier et routier. En fait, je mettais pas mes générations à 10 ans, c'était des vraies générations, donc une génération 20 à 25 ans. Donc, on parle de 40 à 50 ans qu'il faudrait doubler à tripler les chantiers. Là. Mais Pierre, vous faites exprès. Pas 2 décennies, 2 générations. Mais Pierre, vous faites exprès aujourd'hui. 50 ans, vous dites, sur 50 ans. Oh mon Dieu. Je vous dirais, le sous-financement dans le réseau a commencé en 1972-73 avec le premier pic pétrolier. Et on a coupé massivement dans l'entretien des infrastructures. Il y a des rues qui ont été refaites récemment à Montréal. La dernière fois qu'on avait refait complètement la base et le bitume, là, c'était dans les années 60 en prévision d'Expo 67.
Je veux dire, il y a peut-être une douzaine d'années, quand ils ont refait les aqueducs dans la rue devant chez moi, c'était encore les vieux aqueducs en bois qui étaient là. C'était même pas encore les conduites métalliques ou en béton, comme celle qui a explosé là, proche de votre compétiteur. Ouais. Donc, dans ce contexte-là, on a un méga retard. Et encore une fois, le problème, c'est que tu vas pas refaire juste le bitume sur la route quand tu sais que ton égout et ton aqueduc est complètement scrap en dessous. T'es obligé de tout refaire et c'est des sommes absolument colossales. Sur l'île de Montréal, c'est des périodes de sous-financement qui ont commencé dans les premiers mandats de Jean Drapeau, même pas la fin de Jean Drapeau, là, dans les premiers mandats de Jean Drapeau. Et c'est la même chose à Longueuil, à Laval. Je dis à la blague à mes étudiants, vous savez, on étend les nids de poules en banlieue. Maintenant, c'est plus l'exclusivité montréalaise. Ouais. On le voit de plus en plus. Et dans les quartiers plus anciens de Laval, de Longueuil, de certaines autres villes en banlieue, on commence à voir les impacts de ce sous-financement générationnel dans nos infrastructures. Et il n'y a pas de façon facile de s'en sortir. Mais comment on va s'en sortir? C'est un sous-financement massif. Mais là, c'est combien de milliards, mettons, là, si on voulait, parce que vous dites, là, en ce moment, on continue de sous-financer. On n'y arrive pas. En ce moment même, là. Malgré tout ce qu'on dit et tout ce qu'on sait. Exemple. Oui. Tout ce qu'on fait, là, présentement, le gouvernement actuel provincial se vante du fait qu'il investit massivement dans l'entretien du réseau autoroutier dans ces dernières années. Mais malgré tout, la valeur actuariale diminue année après année. Parce que le coût de remplacement des infrastructures par rapport à leur valeur actuelle continue à se dégrader. Et l'autre chose aussi, c'est dans les dernières années, le gouvernement actuel a investi massivement pour du repapage en surface. Mais ils ont sous-financé massivement tous les ponceaux et tous les ponts parce que c'est moins sexy, c'est moins apparent. On a voulu donner l'apparence de faire des travaux massifs sur nos autoroutes, mais on a refait le dessus, mais on n'a pas refait le dessous. Et on en voit les fermetures d'autoroutes d'urgence qu'on a eu quelques-unes cette année déjà, il va en avoir d'autres. Ça, c'est symptomatique de ce sous-financement-là, pas des pistes de roulement, mais des infrastructures qui sont dessous cette piste de roulement-là. Puis là, vous parlez de ponceau, puis vous avez vu le trou, là, c'était sur la 117, c'est ça, il y a 2 jours? Et là, c'est... Oui, lui sur la 117. Il y a eu lui, c'était à Terrebonne aussi, il y a 2-3 semaines, quand le pont a défoncé. Exact. Ensuite, il y a eu sur la 40 l'année dernière. Si je me rappelle bien, je pense que c'était proche de Trois-Rivières aussi que ça avait défoncé. Exact. Dans le coin de Sébastien. Ce genre d'événement-là, statistique. Oui. Ce type de situation-là, statistiquement, augmente la probabilité qu'ils se produisent. Et là, on est déjà à plusieurs événements par an. Donc, on va arriver à 2x événements par an et bientôt 3x événements par an par rapport à ce qu'on a maintenant, dû à ce sous-financement-là des ouvrages d'art. Mais c'est pas parce que on met pas d'argent. Pourtant, je comprends le sous-financement. Là, il en aurait fallu beaucoup plus. Puis plus on traîne, plus ça coûte cher. Mais il y a Sylvie de Laval qui dit en même temps donner des contrats, jamais vérifier les jobs. On se retrouve avec de la scrap supposée durer 10-15 ans, mais qui va durer à peine 5 ans. Finalement, c'est comme si on permettait qu'on nous vole comme automobiliste, mais ou comme citoyen contribuable, parce qu'à la rigueur, même si j'étais pas automobiliste, je pense que je voudrais, si je contribue au réseau autoroutier, quand même, là, il y a pas que les automobilistes, tout le monde contribue un peu. Là. C'est sûr que les automobilistes, via le prix de l'essence, entre autres, contribuent plus, un peu utilisateur-payeur, mais en même temps, tous les contribuables payent. Et je voudrais quand même avoir un réseau routier et autoroutier qui a du bon sens, et surtout pas avoir l'impression, ou en tout cas me poser la question à chaque fois, est-ce qu'on est en train de se faire avoir, là? Et parce qu'on en met quand même de l'argent, Monsieur Barriot, et c'est ça qui est fâchant. On en voit beaucoup de cônes. Des fois, on aimerait ça qu'il y ait du monde à côté du cône qui travaille. On les voit pas toujours, les travailleurs. Fait que c'est ça aussi. Alors, je reviens à ma question de tout à l'heure. Est-ce que c'est une fatalité? Puis là, maintenant, là, regarde, on a ce qu'on a. Parce que j'ai l'impression, si je suis votre logique, on n'y arrivera jamais, là, dans 50 ans, parce que
c'est décourageant, là. Je vous dirais, les gens qui sont en génie, en polytechnique, on peut se garantir une carrière à vie. Les gens qui sont des opérateurs d'équipements lourds, on peut leur garantir des carrières à vie aussi. C'est aussi simple que ça. Il y a pas de solution magique, il y a pas de baguette magique pour s'en sortir. C'est le bon vieux, il faut se retrousser les manches. Il faut investir aussi à faire des travaux qui durent plus longtemps. Ça, je suis entièrement d'accord. Ouais. Moi, personnellement, j'ai toujours eu un faible penchant pour les routes en béton. C'est plus cher à construire, mais elles durent beaucoup plus longtemps. C'est sûr, il y a un impact écologique qui est plus grand, par exemple, avec le béton en termes d'émissions pour la production des routes. Et c'est sûr aussi, les routes en béton, on en a plus au Québec que les gens pensent, parce qu'on est obligé de mettre du bitume par-dessus. Hein. Ouais. Parce que les routes, par exemple, la 20 sur la rive sud, elle était tellement bruyante en béton qu'on est obligé de mettre par-dessus. Et tout le monde qui a déjà conduit Ottawa-Montréal, c'est à 417, le sait. Tu n'as pas besoin de regarder ton odomètre, tu peux conduire avec ton ouïe, parce que en fonction de la fréquence du bruit sur l'autoroute, moi, je sais exactement à quelle vitesse que je vais en fonction du bruit, puis j'ai même pas besoin de regarder mes cadrans de vitesse. Il y a quelqu'un qui écrit, on risque de conduire des voitures volantes avant que les routes du Québec soient belles. En même temps, je peux pas croire qu'on n'a pas aujourd'hui la technologie pour améliorer l'effet sonore d'une surface. Et puis, je pense, d'ailleurs, vous-même, à la faculté de l'aménagement, avec vous développez, on a l'ETL, je veux dire, on a des ingénieurs ici, ils sont pas plus capables que les autres, sont capables, ils développent des choses. Après, il faut dire, on va investir là-dedans. Voilà. Et on se reparlera vraiment. On travaille là-dedans. Ouais, merci beaucoup Pierre Barriot. C'est une longue conversation, ça nous donnait envie de continuer. La culture du paraître. C'est ce que j'ai retenu moi, dans les propos. Hein. On veut que ça soit beau là. On veut que ça soit beau. Mais mon Dieu que c'est pas beau. Non. Ça marche pas. Mon Dieu. Pierre Barriot, expert en planification des transports et chargé de cours à la faculté de l'aménagement, école d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'UQAM. On va s'arrêter ici. Je vais vous demander, vous savez qu'il y a des gens qui sont sur un coup de tête, ils ont décidé qu'ils allaient à Raleigh, en Caroline, pour encourager le Canadien. On va parler à deux de ces personnes tout de suite après et on vous pose la question, jusqu'où seriez-vous prêt à aller et surtout combien seriez-vous prêt à payer pour suivre le Canadien en série? À tout de suite.